Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel accès direct. Nous allons passer une demi-heure en direct ensemble. Voici ce que nous allons aborder ce soir. Nous allons d'abord parler politique avec Rémi Berthaud. Il est délégué départemental du mouvement radical social-libéral du côté de la Haute-Savoie. Ensemble, nous parlerons de ce nouveau parti politique quelques mois après son lancement. Et puis comme tous les lundis, place à l'instant sport avec notre spécialiste Sébastien Germain au programme du foot et du basket avec un focus sur le club Cran Tringy Basket. Mais avant, les titres du JT avec toi, Kim, salut. Salut. Et on commence avec Karma Ling qui renaît de ses cendres. C'est ça, donc en fait tu es parti vendredi faire un petit reportage sur la renaissance, comme tu peux dire, du centre bouddhiste. Et donc en fait, très beau reportage. Donc en fait, oui, donc tu t'es rendu dans le centre. On a pu voir justement que petit à petit ça reprend vie. Et puis on laissera découvrir aux téléspectateurs le reportage. Exactement. Et puis ensuite on parlera de sport aérien. Oui, parce qu'en fait, donc le week-end dernier, avant samedi là, il y a eu en fait la 5e édition de la fête des sports aériens. Donc Guillaume Vuitton est parti faire un petit tour à la fête des sports justement aériens de Chambéry. Eh bien, merci Kim, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. À tout de suite. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Rémi Berthaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué départemental du mouvement radical social-libéral de Haute-Savoie. C'est long. Oui. Alors, c'est le résultat de la fusion entre le parti radical valoisien que vous représentez et le parti radical de gauche. La fusion a eu lieu le 9 décembre 2017. Un mot qui résume les premiers mois de la fusion? Eh bien, positif. C'est vraiment une fusion. On était séparés depuis une quarantaine d'années, mais on s'est retrouvés sur ce qui constitue l'essentiel de nos convictions, sur la laïcité, sur les libertés individuelles. On avait oublié pendant toutes ces années qu'on avait autant de choses en commun. Alors expliquez-nous justement pourquoi est-ce que vous avez fusionné? L'élection d'Emmanuel Macron et les élections législatives qui ont suivi ont recomposé totalement le paysage politique. Cette recomposition, elle est loin d'être terminée. Et tirant les leçons du choix qu'ont fait les Français, on a considéré chez les radicaux que avoir des radicaux de droite, entre guillemets, et des radicaux de gauche n'avait plus de sens, puisque cette distinction, aujourd'hui, pour les Français, n'en a plus. Quels sont vos points communs? Vous avez forcément des actions communes, des volontés communes. Nos points communs, c'est déjà un attachement aux libertés individuelles. Chez les radicaux, on milite pour que la conquête des libertés individuelles pour les citoyens continue. Chaque liberté individuelle conquise est une victoire. Ça passe aujourd'hui sur les débats sur la liberté à mourir dans la dignité, sur la liberté d'adoption pour tous. Notre autre point commun sur la laïcité, c'est un attachement viscéral des radicaux qui est un peu à la base de leur création au début du XXe siècle, sur la décentralisation, sur la construction européenne. Voilà. On a plein de sujets sur lesquels on se retrouve parfaitement. Vous dites vouloir rassembler aussi bien à gauche qu'à droite, évidemment. Est-ce que ce ne serait pas un peu la même stratégie qu'Emmanuel Macron, finalement? Lui a réussi. Et vous pensez réussir? Oui. En tout cas, il n'y a aucune raison qu'on échoue. On a des distinctions par rapport au mouvement En Marche, par rapport à la politique du gouvernement. On se retrouve sur beaucoup de sujets également, mais on a nos propres convictions et on souhaite les défendre distinctement de En Marche et du président. Une idée concrètement qui vous différencie de la République En Marche? Un point de désaccord crucial. Après cette année de mandat, il y a 3 points de désaccord avec le président qui apparaissent. Je l'ai évoqué, la laïcité. Il a fait il y a quelques semaines un discours devant la conférence des évêques qui pose beaucoup de questions sur sa vision de la laïcité et même sa vision de la place de la religion dans notre société. Le deuxième, c'est les territoires. On a un président qui a un exercice du pouvoir qui est très jacobin, très centralisateur. Nous, on considère qu'il faut laisser respirer les territoires, c'est-à-dire non seulement leur attribuer des compétences, mais surtout les moyens
de les assumer. Et puis le troisième point le plus important, c'est la justice sociale. Les signaux envoyés depuis un an sont assez maladroits. Une hausse de la CSG d'un côté, une réforme de l'impôt sur la fortune de l'autre. Je pense qu'en matière de justice sociale, le gouvernement doit rectifier le tir. En parlant de la République En Marche, ils ont beaucoup d'élus sur le territoire haut-savoyard. Et vous, est-ce que vous avez des élus? On a quelques conseillers municipaux. On n'a pas de maire de ville dans le département, en tout cas pas encore. Voilà, on est, pour l'instant, comme on est un mouvement jeune, on n'est pas un mouvement qu'on peut appeler un mouvement d'élus. Comment est-ce que vous comptez les attirer, les séduire? Alors ça peut être attirer des élus, mais ça peut être aussi faire en sorte que les radicaux soient élus lors des prochaines élections électorales. Après, ça n'empêche pas qu'on a des liens avec les élus de la République En Marche ou d'autres. Les liens sont positifs? Comment est-ce que ça se passe? Ah oui, très Comment est-ce que clairement. vous avez été accueillis sur le territoire? Oh, très bien, enfin, on se connaît, hein. C'est pas parce que c'est un mouvement nouveau que... C'est quand même un nouveau mouvement, Voilà. c'est quand même pas rien. Voilà, C'est- il y avait déjà des radicaux en Haute-Savoie, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient valoisiens. C'est une recomposition qui fait suite à la recomposition nationale. Quels freins seront les plus conséquents, vous pensez, pour vraiment vous implanter sur le territoire et développer votre parti? À mon avis, le principal, c'est peut-être une lassitude des Français pour la politique. Même si les dernières échéances électorales ont apporté un peu de renouveau. Voilà. C'est un mouvement politique pour un Français, c'est quelque chose d'assez nébuleux, d'assez flou. Voilà. Donc pour moi, c'est le principal obstacle, mais qui est loin d'être insurmontable. On va parler un peu d'actualité au niveau national, savoir ce que vous pensez. Vous défendez l'Europe. Nos voisins italiens sont en train d'élire des eurosceptiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la situation peut être grave pour la France, par exemple, aussi? C'est jamais bon quand un pays membre de l'Union européenne porte à sa tête un gouvernement qui fait campagne contre l'Union européenne. Après, je pense que c'est le résultat de la politique qu'ont menée les États européens vis-à-vis de l'Italie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une Union européenne qui manque de leadership politique, qui n'est pas allée assez loin dans le domaine politique, ce qui fait qu'une question qui a surgi il y a 4-5 ans, qui doit être gérée par l'ensemble des États de l'Union européenne, qui est la question des migrants, a été laissée à l'Italie. Hein, clairement, les pays européens, l'Allemagne, la France et les autres ont laissé l'Italie gérer seule cette question des migrants, ce pays étant une des portes d'entrée avec la Grèce sur le continent. Aujourd'hui, un État seul, même membre de l'Union européenne, ne peut pas gérer un tel afflux de migrants, ne peut pas leur offrir des conditions décentes d'accueil. À mon avis, le résultat des élections en Italie est le résultat d'un manque de volonté politique au sein de l'Union européenne. On revient en France. On va parler de la grève SNCF, qui nous touche particulièrement en ce moment depuis une vingtaine de jours. Votre avis sur la situation? C'est une réforme qui est nécessaire, même si ce gouvernement-là la met en place. Beaucoup de gouvernements avant y avaient pensé sans oser la faire. Elle est nécessaire pour régler le problème de la dette de cette entreprise d'État, pour la préparer à l'ouverture à la concurrence, à laquelle on n'échappera pas. C'est une politique qui a été décidée par la France et ses partenaires au niveau européen. Après, je pense qu'il faut aussi éviter de tomber dans les excès et de présenter les cheminots comme des nantis, des privilégiés. Tous les discours qui peuvent diviser, même dans un contexte de conflit social, sont jamais très, très constructifs. Ma dernière question, dans 10 ans, où en sera le mouvement radical social-libéral? Au gouvernement, j'espère. C'est très difficile de tirer des plans sur les comètes en politique. Personne, il y a 3 ans, n'aurait prévu
la situation politique actuelle avec Emmanuel Macron à la tête de l'État et une majorité sortie de nulle part il y a 3 ans. Mais dans l'idéal, dites-moi, selon vous? Dans l'idéal, un parti de gouvernement qui montre aux Français qu'il peut, dans la modération, diriger le pays, avoir des élus au niveau européen, au niveau national et au niveau local. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci questions. à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Merci. Et puis il est temps de recevoir à nouveau Kim Burley pour la revue de presse. Kim Burley, on va commencer cette revue de presse avec un événement qu'on attend tous évidemment, Musilac. Oui, oui. Donc en fait, cette année, c'est à Aix-les-Bains, du 12 au 15 juillet. Il y aura environ plus de 50 concerts. Et il y aura quand même des bons artistes. Il y aura notamment Dépêche Mode, Indochine ou encore Orelsan. Rien que ça. Et puis, Estée Dupont est une marque princière. Tout à fait, parce qu'en fait, le président Emmanuel Macron a choisi cette entreprise au Savoyard pour offrir un cadeau pour Harry et Meghan Markle pour leur mariage. Donc c'est notamment un coffret avec un coupe-cigare, des stylos, on peut aussi noter des boutons manchettes ou encore un briquet en or. Pas mal de cadeaux. Et toi, du coup, il y a l'association Carrefour Rue qui recherche un emplacement. Alors exactement, donc c'est dans l'article de 20 minutes. Alors non, Camille, c'est l'autre. Alors c'est un projet qui n'est pas simple. Après 2 échecs, le parc de 6 conteneurs reconvertis en logements pour sans-abri, vous les voyez sur cette photo, ne trouve tout simplement pas de terrain. C'est l'association Carrefour Rue, comme tu le disais, qui met au point ce type d'initiative. Pour ce projet, alors un terrain de 1000 m² au Petit-Saconnet a été mis à disposition par le département cantonal des finances. Le bail était signé et les abris étaient prêts à être installés, sauf que surprise, 1 mois après, c'est la désillusion totale. Le département de l'aménagement, cette fois-ci, rejette la demande de permis de construire parce que le terrain est en zone inconstructible. Alors en février, sursaut d'espoir, une autre parcelle était disponible, mais cette fois-ci, ce sont les voisins qui s'opposent au projet. Le département des finances cherche d'autres parcelles, mais souligne que les terrains disponibles sont des plus rares à Genève, donc affaire à suivre. Et tu vas nous parler aussi d'une autostoppeuse qui va faire de la prison. Exactement, puisque c'est une jeune femme de 26 ans qui a été condamnée à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Albertville. Pourquoi? Eh bien parce que 5 plaintes avaient été déposées contre elle, des plaintes déposées par des automobilistes qui l'avaient prise en autostop cet hiver. Alors elle les aurait volées pendant le trajet. Une conductrice s'est rendue compte que 200 € manquaient dans son sac. Un autre automobiliste qui, lui, était allégé d'une enveloppe de 1000 € a réussi à la rattraper avec l'aide d'un autre homme. Sauf que pour se dédouaner, la jeune fille déclare « Je lui ai rendu l'argent », devant le tribunal évidemment. Des mots qui n'auront pas suffi puisque la jeune fille aura été arrêtée, prise en flagrant délit par la police le 4 mai dernier. Donc prise la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Merci Kim. Je te laisse repartir et tu reviendras pour les titres du JT cette fois-ci. A tout de suite. Et puis maintenant, place à l'instant sport. Sébastien Germain, bonsoir. Bonsoir. Tu es accompagné ce soir de Anthony Caïdo, trésorier du club Crampringy Basket. Bonsoir. Oui, alors pas mal de choses à voir ce soir. On attend des nouvelles de la régie pour savoir si on va avoir Cédric Paty en liaison FaceTime. Je rappelle à Cédric Paty, entraîneur de l'équipe d'Annecy Levu en handball, qui monte en National 1, donc on verra, on croise les doigts. En attendant, on va parler avec Anthony. Donc, tu l'as dit Olivia, Anthony Caïdo, trésorier du Crampringy Basket, pour revenir sur une saison riche en émotions cette saison, justement, avec beaucoup de très très bons résultats. Notamment votre équipe féminine première qui monte en National 3. National 3. Donc, bel objectif, hein, c'était un projet qui a été monté maintenant depuis 3 ans. Et donc c'est vrai que c'est l'aboutissement de 3 années de travail et qui a démarré avec les cadettes en fait, qui sont montées cette année et qui sont montées aussi l'année dernière. Et donc on a eu 2 montées consécutives, donc pré-national et là National 3. Ça suit aussi avec l'équipe 2 qui monte à premier niveau région, les cadettes qui vont jouer la demi-finale interrégion Auvergne-Rhône-Alpes le 26 mai. Donc une belle saison et l'accomplissement d'un gros travail d'équipe, de groupe. Et c'était un travail vraiment intéressant parce que, pour refaire un petit peu l'historique, et peut-être on peut en parler maintenant, donc on reconstruit le club depuis 3 ans. Donc il y a eu une liquidation judiciaire du club qui s'appelait l'Union des clubs annéciens de basket.
qui était arrivé à un très bon niveau. Il y a eu une liquidation judiciaire et donc on a remonté le club. On a voulu en fait retravailler sur les bases. Repartir d'une feuille blanche? Quasiment. Quasiment en maintenant l'histoire et les valeurs du club en fait. L'histoire et les valeurs du club. Pour en revenir à cette équipe féminine, c'est une promotion assez logique, hein, puisque 26 matchs, 25 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, et une seule défaite, donc c'est vraiment... elles ont navigué au-dessus des concurrents toute la saison, et donc c'est quand même assez logique. Qu'est-ce qu'elle représente, cette montée, pour votre club? C'est une fierté, en fait. C'est une fierté de dire que le basket dans le bassin annécien est important, et que malgré les difficultés, on arrive à garder un bon niveau. Et le club de Cran-Pringy Basket, Cran à l'origine, Pringy ensuite et Cran-Pringy, donc a réussi à construire quelque chose de solide en fait. Quelque chose de solide. Et du coup, ça c'est vraiment l'aboutissement et une grande fierté pour nous. J'ai une question. Vas-y. Comment est-ce qu'on arrive à unir une équipe malgré les difficultés? C'est déjà la relation humaine, la relation entre les filles, la relation du club. En fait, c'est l'humain. En fait, les difficultés, en fait, elles se sont surmontées par l'humain et par la confiance, en fait, par la confiance que nous dirigeants on donne aux joueuses, que nous on donne aux coachs, que le coach donne à ses joueuses. Et c'est vraiment toute une base de système de valeurs, en fait. Et à partir du moment où tu donnes confiance aux gens, les gens se surpassent, se dépassent et elles arrivent à faire ce qu'elles ont réussi à faire cette année. Donc, j'imagine que même si vous avez avant tout aussi, on pourrait dire, un rôle social, on y reviendra un peu plus tard, le fait de voir vos équipes, alors que ce soit chez les filles mais aussi chez les garçons, performer, ça vous conforte dans votre idée de départ? De se dire on n'a pas fait ça pour rien? Ça conforte, c'est sûr, hein, c'est évident. Ce qui conforte encore plus, c'est de voir les jeunes du club en fait, qui se reconnaissent dans ces joueurs-là et qui, finalement, même si c'est un niveau régional, hein, mais National 3, ça donne des idées, ça fait rêver nos jeunes en fait. Ça fait rêver nos jeunes et du coup, c'est vrai que pour ça conforte le projet et c'est important. On a le FaceTime avec Cédric Paty. Si jamais tu es disponible, on peut commencer. Parfait. Cédric, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci de nous consacrer quelques minutes. Alors, je rappelle, donc, vous êtes l'entraîneur du CS Anne-Sylvieux, équipe de handball, qui est depuis samedi promu en National 1. J'imagine que c'est une grosse fierté pour vous en tant qu'entraîneur. Oui, c'est vrai que c'était l'objectif de la saison. On avait clairement annoncé en ce début d'année de jouer la montée en National 1. Le championnat a été très compliqué, même si on a quand même beaucoup de points d'avance, mais on a été très rigoureux. Et c'est vrai que fêter un titre à 3 journées de la fin, c'est plutôt une bonne satisfaction. Alors, vous l'avez un peu évoqué, vous avez fait la course en tête pendant une bonne partie du championnat, hein. 17 victoires en 19 matchs. Est-ce que, sincèrement, vous attendiez un tel parcours de la part de vos joueurs? Alors, pour être honnête, oui et non. C'est vrai qu'on avait construit une grosse équipe cette année. Il y a eu des recrues de très grande qualité qui volaient dans des divisions, en deuxième division l'année dernière, pourtant qui sont encore jeunes. Donc on avait vraiment bâti une équipe pour monter en National 1. Et c'est vrai que finir avec 9 points d'avance à 3 journées de la fin, non, je ne pensais pas avoir autant d'avance, mais on a eu deux défaites au mois d'octobre, donc on n'avait pas trop bien commencé. Puis après, depuis, on n'a fait que gagner, donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a un moment précis, justement, dans cette saison, où vous vous êtes dit, cette fois, je sens que la montée est envisageable? À partir de la première journée. La première journée de préparation, la montée pour nous a été envisageable. Et même, moi j'aurais mis une pièce sur nous, on va dire, si on aurait dû parier, mais j'étais très confiant là-dessus, quoi. Vous apprenez vite, hein, dites-moi, parce qu'on rappelle, deuxième saison en tant qu'entraîneur principal, avec une montée à la fin. C'est un métier qui vous fait vibrer, le métier d'entraîneur? Quand on a connu votre carrière en tant que joueur professionnel, la Coupe d'Europe, l'équipe de France? Ouais, c'est quelque chose de totalement différent. Quand on est joueur, on ne se rend pas compte un petit peu du travail d'entraîneur, à quoi il correspond. C'est énormément de travail, mine de rien. C'est beaucoup plus difficile, on va dire, à faire que de jouer. Quand je jouais, je venais, je mettais mes baskets, je repartais la tête vide. Là, il faut préparer, anticiper, réfléchir, gérer les égos. C'est quelque chose de compliqué, mais je me suis pris au jeu et j'ai pris énormément de plaisir en ces 2 années de coacher avec cet objectif. En plus, qui est atteint avec une saison comme on fait, ça peut être que de la joie qui en ressort. Merci beaucoup en tout cas, Cédric.
Bravo encore pour cette saison et puis on viendra vous suivre l'année prochaine en National 1. Merci, à Avec bientôt. plaisir. Merci beaucoup. On peut parler rugby. Évidemment. Avec Remy qui recevait Saint-Jean en Royan, en 16e de finale, retour de Fédéral 2. Et oui, Olivia, puisque Remy abordait donc ce match retour des phases finales avec un déficit de 14 points à remonter après sa défaite 28-14 il y a une semaine. Et dimanche, les joueurs de Sébastien Decart ont fait le match qu'il fallait, notamment avec un essai marqué rapidement par l'arrière Loïc Pigné qui ouvre le score. Après une pénalité de Saint-Jean-Royan, les Rouges et Noirs vont reprendre l'avantage. Ils vont faire la moitié de leur retard après une pénalité là aussi signée Théo Marini. 10-3, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les supporters au Savoyard vont encore plus croire à l'exploit puisque le pack rumilien viendra s'effondrer dans leur but avec un nouvel essai pour l'équipe de Rumilly. 18-3 à ce moment précis. Il reste une grosse demi-heure à jouer. Le club de Rumilly est virtuellement qualifié, malheureusement, à 10 minutes de la fin. Une pénalité pour l'équipe de Saint-Jean-en-Royan sur une faute des avants rumiliens qui vont sanctionner les Rumiliens. 18-6, score final. Il fallait gagner d'au moins 15 points pour être qualifié. Rumilly s'incline donc en 16e de finale face à cette même équipe de Saint-Jean-en-Royan au même stade. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je pense qu'on fait le match qu'il fallait qu'on fasse. Les conditions étaient difficiles. On a réussi à marquer d'entrée, donc ça, voilà, on est rentré dans leur zone de confort et ils ont commencé un petit peu, je pense, à douter. Après, ils sont restés quand même costauds tout le match. Et puis voilà, à un moment donné, on aurait pu remarquer encore une fois et là, on aurait vraiment pris de large pour pouvoir l'emporter. Et bon, ils ont toujours cru et puis à la fin, ils ont été très costauds les 10 dernières minutes. Ils nous ont pas laissé cette pénalité qui aurait pu nous faire gagner et puis passer ce tour, quoi. On a un super état d'esprit et puis après, voilà, il a beaucoup manqué de victoires en début de saison qui aurait pu vraiment faire prendre un lien au groupe qui nous aurait permis de progresser un peu plus vite. Et ben voilà, on repartira sur de bonnes bases l'année prochaine avec une grosse envie de travailler et une grosse envie d'atteindre cet objectif que l'on espère. On s'était fixé deux objectifs qui étaient de terminer premier de poule, donc c'est ce qui s'est produit. On passe un tour de qualif. C'est sûr que vu le résultat, on va dire, de ce premier tour, on est d'autant plus déçus. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Maintenant, on va préparer la saison prochaine. Voilà. Mais globalement, c'est une saison qui est positive. Un tour de plus. Voir la montée en Fédéral 1, c'est sûr que ça aurait été formidable. Mais bon, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Donc un petit peu, grosse déception. Voilà. Anthony, on l'a vu tout à l'heure, Cran, Pringy Basket est en quelque sorte né sur les cendres de l'UCAB. René. Une renaissance. En quoi c'était difficile et compliqué justement de faire repartir la structure quand on part d'un club qui a déposé le bilan? Ce qui est difficile et compliqué, c'est de se dire qu'il y a eu un échec. Et comment redonner confiance en fait? Comment redonner raison à une association sportive? Comment retrouver la confiance des mairies, des jeunes, des entraîneurs? Et donc le difficile de la situation était là en fait. C'est vraiment redonner cette confiance. Mais après, en soi, quand tu reprends le recul et aujourd'hui avec ces 3 ans derrière nous et le résultat qu'on arrive à obtenir aujourd'hui, on se dit finalement c'était facile parce qu'on n'avait rien à perdre d'essayer. Au pire, on se trompait, mais on ne pouvait pas faire pire et on n'avait que des opportunités en face de nous et on le devait à nos jeunes, on le devait à l'histoire du club, on le devait à tous ces gens qui ont quand même cru. Et aujourd'hui, c'est près de 300 licenciés en compétition et 400 adhérents avec des loisirs. Donc pour tous ces gens-là, en fait, il fallait qu'on le fasse. On arrive là où on est aujourd'hui, c'est que du bonheur et on va continuer sur cette lancée-là pour continuer d'avancer, moderniser le club, communiquer. Et toute la base en fait, du travail qu'on a fait, c'était vraiment beaucoup de communication. La communication à outrance, en utilisant tous les moyens qu'on a aujourd'hui, qui sont digitaux, presse, papier. Et aujourd'hui encore, c'est la preuve que la communication marche et on arrive à se retrouver ici pour vendre une démarche positive en fait. Et c'est pas parce qu'un club est au plus bas qu'il ne peut pas remonter. Et on est, je pense, un bel exemple pour ça et on va continuer dans cette démarche-là. Aujourd'hui, vous avez un rôle qui dépasse le cadre sportif, clairement. Qui va au-delà, bien sûr. Aujourd'hui, on est une association qui a une vocation sociale, solidaire sur certains points, parce que toutes les valeurs en fait, du sport collectif sont dans une association sportive d'un sport collectif d'autant plus.
Et oui, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. C'est faire jouer des jeunes qui se seraient pas rencontrés. C'est discuter avec plusieurs générations. Aujourd'hui, on démarre à 2 ans et demi. Donc, on a une section Piu-Piu, on appelle, donc de 2 ans et demi à 5 ans. Ça doit être la seule dans le département, je crois, qui commence à cet âge-là, qui va jusqu'à 77 et plus. On a de la compétition, on a des hommes, des femmes, on a des gens qui sont mordus de sport, qui sont fanats de sport. Et nos filles qui montent en National 3 sont fanats de sport et ont cet esprit de compétition. On a d'autres gens qui sont là pour du loisir, qui veulent s'amuser, qui veulent profiter de bon temps avec leurs amis. Donc la vocation, elle est largement au-delà du sport et elle est vraiment sur l'aspect social en fait. Seb, on parle football à présent. Oui, avec une fois n'est pas coutume, une petite infidélité à nos clubs de Savoie-Mont-Blanc, puisque j'étais à Grenoble ce vendredi. Grenoble qui avait l'occasion de monter en Ligue 2 avec la réception de Sannois-Saint-Gratien. D'ailleurs, les Grenoblois ont bien commencé avec ce but marqué par Florian Sotoka. Malheureusement, inexplicablement même, la machine s'est enrayée. Sannois-Saint-Gratien va alors marquer 3 buts par Ouedraogo, Traoré et Céa. En fin de match, c'est Francis Dadiengoy qui permet au GF38 de revenir à 3-2. Malheureusement, ce sera le score final. Et aussi, il y a eu ça a signalé des incidents, des débordements de supporters. On peut voir des images après la rencontre, puisque des supporters isérois sont descendus des tribunes pour s'en prendre physiquement aux joueurs de Sannois-Saint-Gratien. Des débordements qui ne devraient pas rester sans suite, puisqu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Grenoble va passer en commission de discipline en milieu de semaine. Et à cause de cette défaite, Grenoble va devoir disputer un barrage aller-retour face à Bourg-en-Bresse pour un derby rhône-alpin. Bourg-en-Bresse, 18e de Ligue 2. Match prévu les 22 mai à Grenoble et le 27 mai prochain à Bourg-en-Bresse. Le vainqueur de cette confrontation restera ou montera en Ligue 2. On écoute Max Marty, le manager général, et Olivier Guégan, l'entraîneur du GF38. C'est une situation tout à fait inadmissible. On pensait être guéri de ce sujet en ayant avec eux et avec beaucoup de supporters une relation franche, amicale. Cette situation est tout à fait inadmissible. On doit d'abord s'excuser auprès de Sannois parce que c'est pas une situation acceptable et on ne fait pas du foot. Le président Ross Noblet, moi-même, le staff, les joueurs, pour qu'une telle frustration s'exprime de la sorte. Alors on sait que Grenoble est une terre de passion, mais à un moment donné, il faut garder raison. On est beaucoup trop laxiste aujourd'hui et on doit reprendre le taureau par les cornes. Il y avait une forme d'apaisement. Et voilà, le fait de sentir le possible retour dans le professionnalisme, ça a créé une émotion incontrôlée. Alors on est responsable par notre résultat sportif d'avoir créé cette frustration, mais aujourd'hui on ne peut pas la tolérer. On ouvre le score, derrière on a végété, on s'est laissé endormir, on s'est endormi sur le manque de rythme. Enfin, on a essayé de réajuster à la mi-temps, mais voilà, on a eu du mal à assumer le match. Deuxième mi-temps, on a les occasions, on a lâché les chevaux, même si on s'est plus ouvert. Pour cette rencontre. Et puis toujours en football, un mot pour vous signaler que le FC Annecy s'est imposé ce week-end 2-1 contre Belfort en championnat de National 2, avant-dernière journée. Les Rouges sont 2e du classement avant l'ultime rencontre face à la Lanterne Rouge, justement, en round étape. Pour espérer monter en National, il faudra gagner et surtout espérer un faux pas du leader Villefranche. Anthony, vous me disiez pendant l'interview, vous avez connu des débordements, alors pas forcément dans les mêmes conditions, parce que voilà, mais c'est difficile à gérer quand on en voit. C'est pas les mêmes conditions, parce qu'on est beaucoup plus petits, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont pas faciles à gérer, et c'est surtout pour les jeunes en fait qui regardent ces images ce soir à la télé, où il faut vraiment avoir un discours constructif en fait. Donc ça, c'est la frustration du sport, c'est les dérives du sport, on les connaît. Maintenant, c'est tout le discours derrière qu'il doit y avoir, et ils ont bien fait le travail, les dirigeants de Grenoble, pour s'excuser de ça et de maintenant mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour que ça ne se reproduise plus et que les jeunes aient confiance au sport, aux belles valeurs du sport, parce que le sport est magnifique pour ça et il y a beaucoup de belles choses qui en ressortent et ça doit rester anecdotique et ça l'est. Merci beaucoup Anthony, bravo encore pour votre saison et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup messieurs, je vous laisse Merci de la régie. Allez. Pour retrouver une dernière fois exactement Kimberley, pour le rappel des titres, je te laisse venir. Et on commence avec Karmaling, le centre bouddhiste qui renaît de ses cendres. Oui, donc en fait, il a été victime d'un incendie volontaire il y a environ 5 mois. Et donc, comme tu as pu le voir, il reprend petit à petit le cours de
de sa vie. Exactement, les séminaires ont recommencé. Et puis ensuite, on prendra un peu de hauteur. Et oui, parce qu'en fait, ce week-end a eu lieu la fête des sports aériens. Guillaume Vuitton est parti justement à l'aéroclub de Chambéry, enfin, de Savoie, près de Chambéry, pour en profiter pour faire un petit reportage là-dessus. Merci beaucoup, Kim. À tout de suite. Tout de suite, c'est le JT présenté par Kimberly Trivio. Et puis nous, on se retrouve demain dès 18h pour un nouvel accès direct. À demain, belle soirée à tous.